Bon, vous avez des profils de sociétés qui sont très variés. C'est très intéressant. J'espère que vous allez tous arriver à trouver. Enfin, oui, bon, il y a au moins tout le début de la présentation sur l'impact du numérique qui devrait vous parler à tous. Et puis après, vous me direz comment tout ça résonne avec vos contextes particuliers. Donc aujourd'hui, on va traiter de l'impact environnemental du numérique avec un objectif qu'on a vers un système d'information durable. Durable étant que ce soit quelque chose qui puisse tenir au-delà de 20, 30, 50, 100 ans, enfin, qui a la cible de la transition énergétique continue de fonctionner. Hein, c'est bien ça l'idée. Donc, merci pour l'invitation d'Antonin ce matin. Je suis très contente d'être là parmi vous et j'interviens plutôt en représentation du Shift Project, même si je vais aussi m'appuyer sur je m'appuie fatalement sur mon expérience chez AXA par rapport à ce sujet. Voilà. Oui, je voulais recommencer. Enfin, vous avez parlé de. Oui, juste deux mots sur le Shift Project. C'est un peu en anglais, je n'ai pas retravaillé tous les slides, mais on est sur donc on est pour le coup sur un think tank français. Et la mission du Shift Project, hein, c'est d'œuvrer en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Donc, le Shift établit différents groupes de travail. Donc, le groupe de travail sur le numérique est un groupe de travail parmi d'autres, mais il y en a sur la mobilité, il y en a sur le bâtiment, il y en a sur le pic pétrolier. Enfin, il y a des groupes de travail sur vraiment toutes les thématiques qui tournent autour de ce sujet-là. Peut-être ce qui caractérise le Shift, c'est le fait d'essayer d'amener des données. Enfin, on est dans une approche scientifique. C'est beaucoup d'ingénieurs, le Shift Project est et qui se veut très, très quantifié. Voilà. Donc, ça existe depuis 10 ans. Attendez, je vais juste fermer parce que je ne vois pas la totalité de mon slide. Il faut juste que… Voilà. Ça existe depuis 2010 et peut-être que vous avez entendu parler de Mathieu Ozano, Jean-Marc Jancovici. Enfin, il y a des personnes comme ça qui commencent à être connues un peu publiquement et qui sont à sa direction. Aujourd'hui, je voulais vous rappeler rapidement l'impact environnemental du numérique. On peut en parler pendant un certain temps, mais je vais faire un petit tour d'horizon de cet impact. Ensuite, on va évoquer comment est-ce qu'on peut réduire ça. Et puis, Antonin m'avait demandé un peu des exemples et je vais évoquer quelques exemples. Je voudrais aussi vous dire, avant de commencer, qu'on est juste au début de ce sujet-là. Moi, je suis issue d'une école d'ingénieurs qui s'appelle le NSIE, qui fait partie des écoles d'ingénieurs en informatique historique en France. L'année dernière, j'ai donné avec un camarade de promo le premier cours sur l'informatique durable en 3e année dans le cadre d'une option. Donc, ce n'est même pas un enseignement qui est donné à la totalité de la promotion. Il est donné à une partie de la promotion. Et donc, le sujet commence tout juste à être abordé dans l'enseignement supérieur. On discute avec différents professeurs qui sont dans les écoles sur ces sujets-là. Mais on est vraiment au début du problème. C'est ce qui fait qu'elle est absolument passionnante. Mais en même temps, on est encore assez peu outillé et on a encore beaucoup d'incertitudes. En revanche, l'impact environnemental du numérique, celui-là, on commence à le connaître. Je voudrais juste, je vais le faire très rapidement, mais me replacer dans le contexte des accords de Paris. Quand vous parlez de neutralité carbone à horizon 2030, en fait, c'est la déclinaison dans votre organisation des accords de Paris. Ces accords de Paris, donc c'est rester sous 2 degrés, si possible 1,5. Et ça vient avec des budgets carbone qui sont très réduits. Il faut, par exemple, pour un Français moyen, diviser par 5 notre bilan carbone. Cette réduction des émissions de carbone, dans l'échéance qui est indiquée là par les accords de Paris, elle est une transformation extrêmement importante de nos organisations. Et la mesure de la taille de cette transformation aujourd'hui est globalement mal prise par les organisations et par la société. Ça va demander de vraiment repenser la totalité de nos activités, de nos styles de vie. Et le numérique, bien sûr, s'inscrit là-dedans. Voilà, donc quand on parle de budget carbone, le Shift a essayé, donc le Shift fait beaucoup de vulgarisation sur les accords de Paris, sur les résultats des travaux du GIEC, qui est le groupement international d'experts climatiques.
aussi appelé IPCC en anglais. Et donc, quand on dit voilà, moins 5% par an à 2018, en fait, là, on est déjà en 2021, donc on tourne plutôt autour de moins 6, moins 7% pour arriver à respecter ce budget carbone, et alors qu'on est aujourd'hui dans des tendances qui sont encore à la hausse. Et inverser ces types de tendances, ça va nous demander un effort extrêmement important, mais qui est, qui, au regard des risques forcément qu'on a par rapport aux 2 degrés, est vital. Alors, pourquoi le Shift Project a voulu mettre le numérique sur… pourquoi est-ce qu'il y a un groupe de travail numérique au Shift Project? C'est que le numérique, et c'est ce que vous voyez dans le petit graphe qui est à droite, donc c'est le rapport du Shift de 2018 qui a établi ces mesures. C'est une des premières publications en fait par rapport à une mesure de l'empreinte mondiale globale du numérique. Il y en avait une de fait par le Gartner il y a à peu près 10 ans, mais qui est un peu passée aux oubliettes. Et aujourd'hui, l'empreinte du numérique, elle est entre 3,5 et 4% des gaz à effet de serre mondiaux. Et ce qui est vraiment problématique par rapport à la décroissance qu'on doit avoir par rapport à ces émissions, c'est que le numérique est dans une croissance extrêmement forte, qui est autour de, les dernières mesures l'amènent autour de 6%, je crois. Les chiffres que vous voyez là, je vais aussi mettre un bémol, c'est des chiffres mondiaux, ce sont des estimations, donc il ne faut pas non plus les prendre comme des chiffres, ils peuvent varier, mais globalement, il y a un consensus complet sur le 3,5-4%. Voilà, on sait qu'on est dans ces ordres de grandeur-là, et on sait aussi que c'est en croissance. De toute façon, nous, les ingénieurs en informatique, ou les professionnels de l'informatique en général, on le voit, on le sait, on le sent dans nos systèmes. Quand on dit 3,5%, on peut se dire, tiens, ce n'est pas forcément énorme. En fait, c'est plus que l'aviation, qui est à 2%. Et vu la réduction qu'on doit faire, en fait, tous les secteurs doivent contribuer à cette réduction, puisque si un secteur ne réduit pas, ça veut dire que les autres secteurs doivent réduire davantage. Et la réduction n'est facile pour absolument aucun secteur, ni l'agriculture, ni le bâtiment, ni la mobilité. Voilà, alors, le Shift a sorti une étude, donc une étude là en mars, qui remettait à jour de quoi est constituée l'empreinte carbone du numérique. Alors, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est ce que vous voyez sur le petit graphe ici, c'est qu'elle est constituée en gros, il y a 2 parts, il y a la production du numérique et il y a son utilisation. Quand on dit production numérique, c'est la fabrication de tous les équipements qu'on utilise, les téléphones, les ordinateurs, les serveurs, les équipements réseau. Et c'est l'extraction donc des différents métaux et minerais qu'il faut pour fabriquer ces équipements, et ensuite tous les processus de fabrication qui vont soit utiliser, brûler des énergies fossiles directement, dans le cas des mines, les tracteurs, les engins qui creusent sont en général brûlent des combustibles fossiles. Les usines peuvent tourner au combustible fossile, mais aussi à l'électricité. Donc sur la production, on est sur cette phase-là. Et ensuite, on a la partie utilisation, qui recouvre les terminaux. Donc, les terminaux, on entend les ordinateurs qui sont en interaction directe avec l'utilisateur final, les téléphones, etc., tous les objets connectés, et les infrastructures qui sont plus, on va dire, dans le back-office, qui sont les serveurs et les réseaux. Donc ça, vous avez ce premier élément. Ensuite, l'autre chose qui est importante, c'est cette croissance de plus 6%. Donc, cette croissance, elle avait été observée déjà en 2018, elle est toujours constatée aujourd'hui en 2020. Et par rapport à cette croissance, en fait, ce que le Shift fait, c'est différents scénarios pour essayer de baisser légèrement, de rester sur la tendance où on est actuellement, ou de laisser le système s'emballer, puisqu'on est globalement dans un emballement de l'impact environnemental du numérique. Donc, selon les décisions finalement qu'on va prendre collectivement, soit dans nos organisations, soit à titre individuel, soit au niveau des gouvernements, ça sera l'une ou l'autre des trajectoires qu'on observera. Et évidemment, pour les accords de Paris, c'est la trajectoire du bas qu'il faut faire. Voilà. Je voulais vous parler aussi rapidement d'un autre aspect. Donc là, on était sur les gaz à effet de serre, les émissions
voilà, de CO2 qui contribuent au réchauffement climatique. Avec le numérique, on a un autre souci, c'est la dépendance des ressources non renouvelables. Le numérique est totalement non renouvelable. Le numérique n'est constitué, ce sont des machines qui sont totalement constituées de ressources non renouvelables et qui nécessitent beaucoup de minerais. Ces minerais, forcément, il faut les extraire de la croûte terrestre. Ça demande des procédés assez complexes quand ils sont présents dans des concentrations faibles. Dans les mines, on va les chercher. Évidemment, le début de l'extraction des ressources est en général facile. C'est un petit peu comme pour le pétrole parce que les ressources sont disponibles de façon importante et elles sont faciles à extraire, mais moins plus on s'approche de la fin du stock, en fait, et plus l'extraction devient complexe. C'est ce qui est vrai pour le pétrole et vrai aussi pour la totalité de ces ressources. Et l'autre chose, c'est que ces ressources qu'utilise énormément le numérique, dont le numérique a énormément besoin, sont aussi celles qui sont utilisées pour toutes les énergies renouvelables, pour tout ce qui fonctionne à l'électricité avec les batteries. Voilà, et donc on va avoir, la tension sur le pétrole va probablement devenir aussi une tension sur tout ce qui est extraction de minerais. Voilà, là je vous ai mis quelques images. Quand on s'intéresse un peu à cette question des minerais, c'est quelque chose de vraiment important, avec des pollutions extrêmement importantes sur les lieux d'extraction et forcément des émissions de gaz à effet de serre liées au volume de terre retourné. Évidemment, localement, même si c'est des choses qui se passent rarement en Europe, on a des impacts sur la biodiversité, sur le lieu même et sur la santé des personnes qui travaillent ou qui vivent à proximité de toutes ces activités de minage. Alors ça, c'était en amont de la chaîne. Et puis, on a tout l'aval de la chaîne. Je le fais pareil très rapidement. Mais en gros, on sait très mal recycler le numérique. Il y a beaucoup de circuits parallèles non officiels par rapport à ça. Pareil, les déchets numériques sont en forte croissance. Plus 8% par an, le taux de recyclage est encore très faible et les volumes sont vraiment très, très quantitatifs. Voilà. Alors, quand on est face à cette problématique, la première, le postulat que le Shift a posé, c'est la question de la sobriété numérique. Et pourquoi cette posture de sobriété, elle est importante. Quand on dit sobriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir uniquement en optimisant le numérique, c'est-à-dire en arrivant à faire plus avec les mêmes équipements. Il va falloir utiliser le numérique comme une ressource précieuse, ce qu'on a collectivement, moi y compris, pas du tout fait jusqu'à présent, et vraiment l'utiliser comme une ressource précieuse et l'utiliser, on va dire, quelque part au strict minimum. On ne va pas réussir à faire ça du jour au lendemain, mais très certainement pour arriver vers une informatique durable, c'est ce qu'il va falloir faire. Alors pourquoi ? Alors vous allez entendre beaucoup de discours sur le fait qu'on va basculer sur les énergies renouvelables. En fait, sur ce sujet-là, il faut être conscient qu'on a aujourd'hui 80% de l'énergie d'électricité mondiale qui est produite avec des énergies fossiles et qu'il n'y a pas, de toute façon, même les énergies renouvelables du point de vue des équipements utilisent aussi beaucoup de ressources. Donc, il n'y a pas d'électrons qui soient propres, ni totalement neutres en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc ça, c'est une première chose. On a tendance à dire que le meilleur électron est celui qui n'est pas utilisé. Donc, il faut vraiment savoir cette posture de sobriété vis-à-vis de l'électricité lui-même. D'autant plus que si on veut avoir recours à l'électricité pour les déplacements, pour tout le chauffage, etc., parce qu'on estime qu'on va pouvoir avoir une énergie moins carbonée en passant par l'électricité, forcément, il va falloir contenir les usages. Donc, la question de l'achat de l'énergie renouvelable n'est pas du tout une solution miracle. Bien sûr, il faut y travailler à développer tout ça, mais les mécanismes de vente et d'achat d'énergie renouvelable ne sont pas toujours vertueux sur le mix électrique local du pays, c'est-à-dire que ça n'entraîne pas forcément d'investissement sur des nouvelles capacités de production d'électricité renouvelable. Donc, il y a la façon dont les achats d'électricité verte étaient faits jusqu'à présent n'était pas vraiment vertueux. C'est en train de s'améliorer probablement avec les Power Purchase Agreements, mais c'est pas, on ne peut pas considérer que parce qu'on achète de l'énergie renouvelable,
on peut utiliser le numérique sans limite et sans avoir une posture de sobriété. Voilà, pour le dire, clairement. Ça, c'est un petit slide qui rappelle la proportion d'énergie fossile dans l'utilisation de l'électricité et la dépendance de nos économies, de nos entreprises vis-à-vis des énergies fossiles est quelque chose qui est extrêmement fort, c'est quelque chose qui ne se change pas facilement et qui va nécessiter une véritable attention de notre part et qui va passer par une réduction des besoins en électricité. Pareil, l'électricité, il va falloir s'habituer à l'utiliser comme une ressource précieuse et rare. Voilà, ça je vous l'ai déjà un petit peu dit. Alors, il y a beaucoup de, enfin, quand vous êtes discuté avec les grands acteurs du numérique, ils vont vous dire oui, mais l'efficacité s'est beaucoup améliorée. Il est vrai qu'aujourd'hui, on fait avec un téléphone plus que ce qu'on faisait avec un ordinateur il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, effectivement, le numérique a augmenté son efficacité. Mais pour le dire assez simplement, plus les routes sont grandes, et plus on sait faire passer beaucoup de voitures. Et donc, l'augmentation de l'efficacité, les investissements qui sont requis pour permettre cette augmentation de l'efficacité font qu'il faut un retour sur investissement et ça fait que les volumes augmentent de façon extrêmement importante et ces volumes, ils viennent contrebalancer les gains d'efficacité. Donc, pour le dire autrement, si voilà, on peut avoir un réseau qui est plus performant, mais si ça fait qu'on va générer 10 fois plus de données, et ben, au final, les émissions de gaz à effet de serre et l'impact environnemental va avoir augmenté. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'efficacité, c'est quelque chose dans un secteur qui est nouveau, qu'on arrive à beaucoup améliorer au début, mais à un moment donné, on arrive sur des plafonds physiques qu'on ne peut plus dépasser. Donc, ces efficacités qui ont beaucoup progressé sur tout le début du numérique, on sent quand même qu'on ne va pas avoir les mêmes typologies de progrès jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va regarder un peu le quantum computing, c'est parce qu'on arrive aux limites de la technologie actuelle. C'est un exemple. Et l'autre chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que donc l'efficacité permet d'optimiser la consommation électrique de ces équipements, mais elle nécessite de les renouveler. Et par exemple, sur la 5G, on voit très bien les choses, c'est que le renouvellement coûte aussi énormément sur un plan environnemental, puisqu'il y a une grosse partie de la production qui est qui génère aussi des gaz à effet de serre et qui pèse très lourd dans le bilan environnemental du numérique. Voilà, donc ça, c'était un exemple sur les volumes de données qui augmentent aussi. Et ce petit schéma sur lequel je vais m'arrêter juste une seconde ou deux, et c'est pour essayer de vous donner une idée de finalement la systémique et de la vision globale dans laquelle on est. Quand on travaille l'efficacité, on travaille l'efficacité d'un équipement donné. Mais cet équipement, il se retrouve dans un système. Qui a une forme, qui a une dynamique, qui a une forme d'équilibre et qui va se décrire avec différents stocks. Et si on regarde notre système d'information, les grands stocks de ce système d'information, qu'est-ce que c'est? Ça va être des stocks de données. Voilà, on a des paquets de données. On a des stocks de services, c'est-à-dire donc par exemple un service de paiement en ligne, un service là, de visioconférence comme celui qu'on utilise sur Zoom. On va avoir un stock d'usage. Donc l'usage, c'est je suis capable de travailler et de faire la conférence à la maison aujourd'hui en utilisant le numérique, mais je suis capable de regarder mes comptes avec mon téléphone ou je vais être capable de faire un achat en ligne, par exemple. Donc ça, c'est 3 grands types de stocks. Et ce qui caractérise aussi notre système d'information, c'est son coût. Donc le coût, combien est-ce que l'entreprise va dépenser chaque année par rapport à son système, constitue un stock d'argent qu'il faut que l'entreprise prévoie pour faire fonctionner son numérique. Tout ça, ces données, ces services et ces usages, pour pouvoir avoir lieu, ils vont s'appuyer sur des équipements finaux, donc soit, comme on disait, des ordinateurs, soit des serveurs, soit des équipements réseau. Et c'est la fabrication et le fait de brancher ces équipements au secteur qui va générer à la fois les déchets, l'énergie consommée, l'extraction des matières premières et donc générer cette pollution. Et ce qu'il faut bien voir,
hein, et c'est ce que représentent les différentes flèches, c'est que on est dans une dynamique où quand, par exemple, on augmente le nombre d'équipements finaux, hein, le taux d'équipement moyen n'a cessé d'augmenter. Donc, on est sur des taux d'équipement par individu qui sont extrêmement importants. Et ben, quand ce taux d'équipement augmente, ces équipements vont générer des nouvelles données qui vont nécessiter des nouveaux serveurs dans les centres de données. Comme on a des nouvelles données, on va créer des nouveaux services qui s'appuient sur des données, des nouveaux usages. Et puis, pour utiliser tout ça, les individus vont devoir s'équiper davantage parce que il va leur manquer quelque chose sur les équipements qu'ils ont déjà, donc ou les équipements qu'ils ont déjà ne seront plus suffisamment puissants pour utiliser tous ces nouveaux services, donc ils vont devoir faire évoluer leur équipement. Et donc on est dans ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive, c'est-à-dire que l'augmentation d'un stock donné fait que les autres stocks s'augmentent aussi. Et donc, le jeu avec le numérique durable, c'est de stabiliser ces boucles. Donc, réduire l'impact environnemental du système d'information d'une organisation. Au Shift, on a travaillé sur un… Voilà, on a un peu mis notre expertise, tous les professionnels de l'informatique qui étaient là sur la table pour regarder les systèmes d'information des diverses organisations dans lesquelles on se trouve. Si on veut arriver à mettre nos systèmes d'information sur une trajectoire compatible avec les accords de Paris, il va falloir, qu'on ait une stratégie par rapport à ça. Donc, on a appelé ça la remise en forme du système d'information. Pourquoi? Parce qu'on pense que le numérique aujourd'hui est devenu obèse. On en a partout. J'imagine, là, j'entendais 2 personnes qui s'occupent de salles de concert. Je pense que vous avez des équipements électroniques ou numériques absolument partout. On en a partout à la maison, on en a partout au travail. On a des vieux équipements qui traînent dans tous les couloirs. Dans les systèmes d'information, on a des couches applicatives qui s'empilent depuis 20 ou 30 ans, qu'on n'arrive pas bien à régénérer. Et donc, on est dans une situation un peu d'obésité du numérique, et donc on a des gains environnementaux à faire en se mettant un peu au régime. Et on a pris cette métaphore du régime parce que le régime, cette obésité, elle ne nous rend pas spécialement agiles, et on a de bonnes raisons qu'un régime en faisant des muscles va nous rendre plus agiles et plus performants, avec une meilleure efficacité opérationnelle sur notre système d'information. Donc il faut une stratégie, il faut que la direction ait envie de le faire, hein. On n'est pas sur des transformations faciles. Sans ça, il faut travailler à l'avoir, cette motivation de la direction. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle la salle de sport. Donc, la salle de sport, c'est là qu'on va construire le système d'information. Donc, évidemment, les développeurs, mais aussi tous les gens qui s'occupent de fabriquer les équipements numériques. Tous les acteurs qui produisent du numérique vont devoir revoir leurs pratiques pour inclure cette exigence de minimiser l'impact en termes d'électricité, mais aussi en termes d'équipement. Donc, il y a tout un travail sur les pratiques d'ingénierie. On dit aussi qu'il faut beaucoup travailler donc la culture, on a appelé ça le style de vie, puisque comme on n'a pas été formé, personne n'a été formé à ces sujets-là, donc il va falloir former tout le monde. Il va falloir adopter des réflexes de sobriété. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on est en train de faire ce matin. Les 2 autres choses qui sont vitales, ça va être la mesure. On ne peut pas se permettre, vu les échéances qu'on a par rapport aux accords de Paris, de partir dans des mauvaises directions. Donc, il faut absolument, par rapport aux décisions qu'on prend par rapport au numérique, arriver à les quantifier, à mesurer, voilà, si je prends telle décision, ça va émettre combien de CO2, est-ce que je l'assume, est-ce que je suis capable de faire des réductions ailleurs, etc. Donc, la mesure va être clé, et c'est aujourd'hui là-dessus qu'on a encore globalement beaucoup de travail, et sur lesquels aussi on a des choses qui arrivent déjà, mais on n'a pas tout encore ce qu'il faut pour arriver à bien mesurer, mais ça se construit. Il y a le bon entourage, parce qu'évidemment, on est tous dépendants de plein de fournisseurs. Donc, nous,
par exemple, au sein d'une entreprise donnée, on va arriver à faire des progrès par nous-mêmes, mais si à un moment donné, il n'y a pas une offre d'un téléphone ou d'un ordinateur plus réparable qui est construit pour faire de la pérennité programmée et pas de l'obsolescence programmée, il y a un moment donné, comme tout le monde, on sera obligé de changer d'équipement. Et donc, si le marché n'évolue pas vers moins d'obsolescence matérielle et moins d'obsolescence logicielle, nos progrès seront limités. Et enfin, la gouvernance, c'est-à-dire il faut être capable de prendre les décisions par rapport au numérique durable, c'est-à-dire à un moment donné, décider voilà, de partir sur quelque chose de plutôt low-tech que high-tech, de revoir un équilibre entre ce qui va être manuel et ce qui va être automatisé, d'éliminer, de consacrer les budgets requis pour éliminer tout ce qui est du surplus ou du gâchis et effectivement bien traiter les déchets, etc. Donc, il faut être capable de prendre des décisions, c'est ce qui est en bas du cadre. Tout ça, ça va nous permettre, par rapport aux différents stocks que je disais tout à l'heure, en fait, pour arriver à remettre le système à l'équilibre, parce que l'idée, ça serait même que le numérique décroisse quelque part ses émissions comme ces autres secteurs, mais il va falloir s'occuper de tous les stocks. Donc, au niveau de la donnée, ça veut dire réduire, optimiser. Au niveau des services et des usages, il va falloir travailler une prise de conscience de l'impact environnemental et du coup, tous les comportements compulsifs vis-à-vis du numérique, va essayer de falloir un petit peu les stopper. Par exemple, j'ai conscience que tout ça est très compliqué, qu'on n'en est pas du tout là, mais c'est quand même ce qu'il va falloir faire. Les équipements finaux, va falloir s'en préoccuper beaucoup plus et les gérer sur la totalité de leur cycle de vie. Et puis le CO2, par exemple, il faut le mesurer. Je vous ai détaillé ici, donc on avait travaillé des principes de systèmes d'information durables voilà, qui peuvent être des typologies d'actions qu'on va porter. Donc, il y a tout ce qui tourne autour de la formation. Il y a la question de la mesure, ça c'est le deuxième principe. Il y a une question de posture de sobriété. Et là, c'est pareil, ça c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup à travailler. Enfin, on est vraiment qu'au début de ça. Il va y avoir la recherche de partenaires ou de services qui sont plus une technologie est partagée par un grand nombre d'acteurs et plus sa durabilité va arriver à se propager vite. Donc, c'est un peu ces choix technologiques qu'il faut essayer de faire. Il y a une importance dans le partage des connaissances. Si on veut aller vite sur ces sujets, il faut essayer de beaucoup partager. C'est un peu ce que je fais avec vous ce matin. Réutiliser, réparer, recycler les équipements utilisés. Et tout ça, c'est dans l'ordre. Voilà, donc je réduis et puis ensuite je réutilise, je répare, je recycle. C'est des choses dont il va falloir se préoccuper de façon très importante. Le travail d'optimisation, bien sûr, il ne faut pas l'arrêter. On ne dit pas qu'il ne faut pas optimiser, mais ça ne peut pas être que l'optimisation. C'est ça qu'on dit. Il va falloir concevoir les choses pour qu'elles soient réparables et réutilisables, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et puis, il faut essayer de choisir des fournisseurs qui appliquent tous ces principes. Donc ça peut être pris pour voilà, comme un peu des axes à suivre pour progresser sur ces questions-là. Par rapport à la mesure, donc j'ai entendu plusieurs personnes qui évoquaient la mesure. Je vais le faire assez rapidement, mais donc là, vous avez un petit tableau qui vous… le bilan carbone, il faut le voir un peu, ça ressemble à un bilan financier. Alors, le gros avantage du CO2, c'est qu'il peut un peu se mesurer comme l'argent et on est capable de le mesurer très précisément dans l'atmosphère et on est capable de faire une comptabilité carbone. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont positionnés là-dessus historiquement et je pense que la comptabilité carbone va devenir un sport national. Il va falloir former tous les ingénieurs à ces questions-là, mais pas seulement, dans les écoles de commerce aussi. Il va falloir que la quasi-totalité de la population et des entreprises et des organisations soient en capacité de faire des bilans carbone et des sensations par rapport à ça, de ce qui coûte cher en CO2 versus ce qui ne coûte pas cher en CO2. Dans le numérique, on va donc dans une comptabilité, vous avez différentes rubriques. Le bilan carbone n'échappe pas à ça. Vous avez, donc, vous voyez en haut les différentes
rubriques. Vous avez tout ce qui est centre de données qui sont gérés par les organisations. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui me disait qu'ils avaient des centres de données à gérer. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Combien ils consomment d'électricité, combien de machines sont dans ces centres de données, quelle est l'efficacité de ces centres, électricité de ces centres de données, combien d'électricité est utilisée pour le refroidissement, combien est utilisée vraiment pour le numérique, etc. Il y a la rubrique cloud public. C'est-à-dire, c'est à chaque fois qu'on utilise là, par exemple, on utilise Zoom, on utilise un service cloud public. Donc là, on va avoir besoin des différents fournisseurs pour qu'ils nous donnent les émissions des services qu'on utilise chez eux. Les grands fournisseurs, ça va être Microsoft avec Office 365, Microsoft avec Azure, on a cité Amazon, mais vous avez aussi Google et vous avez tous les services qu'on utilise chez des tiers qui rentrent dans cette rubrique. On peut avoir des activités de sous-traitance. Si on sous-traite complètement des campagnes marketing, etc., donc on ne les traite plus dans son système d'information propre, mais à l'extérieur, on peut avoir des choses à mesurer. Il y a tout ce qui est réseau public, l'utilisation d'Internet. Ça, c'est encore difficile à vraiment estimer parce que c'est des infrastructures qui sont partagées. Donc, de savoir comment est-ce qu'on répartit l'impact du gros réseau public Internet aux différentes organisations, ce n'est pas évident, mais il faut avoir conscience que, ne serait-ce que ce matin, on l'utilise, ce réseau public, donc on émet des gaz à effet de serre. Vous avez tous les postes de travail des salariés, des prestataires. Il faut savoir que dans les organisations de type assurance, finance, le volet poste de travail est probablement ce qui pèse le plus lourd dans le bilan carbone. Ça inclut l'ordinateur portable, le téléphone. Voilà, et normalement, on doit aussi traiter des terminaux des clients, puisque si on impose à son client d'avoir un terminal numérique pour utiliser les services de l'entreprise, quelque part, on a une part de responsabilité dans tout ça. Et donc, dans cette comptabilité, ça, c'est les différentes rubriques. On va regarder à chaque fois la consommation d'électricité, donc les gaz à effet de serre de l'électricité, et la fabrication, le poids de la fabrication et de la fin de vie des équipements. Il faut savoir que les acteurs du numérique, jusqu'à présent, se sont beaucoup, et les Américains en particulier, ont beaucoup regardé la consommation électrique, mais très peu l'impact de la fabrication. Et pour avoir des équipements qui consomment peu, souvent on renouvelle son matériel très, très rapidement. Donc on a eu beaucoup d'optimisation ici, mais qui ont entraîné, si vous voulez, on a des systèmes de vases communicants sur le bilan carbone. Et un bilan carbone, c'est pour ça qu'il faut le prendre de façon un peu holistique et fixer des objectifs de façon holistique parce qu'on peut avoir plein de fuites dans le bilan carbone. Une autre typologie de fuite qu'on a eu aujourd'hui, les organisations sont obligées de piloter leurs gaz à effet de serre que sur la partie électricité, donc ce qu'on appelle le scope 2. Il n'y a que la partie consommation d'électricité en propre qui est obligatoire aujourd'hui dans le reporting environnemental des organisations. Et on a eu un déplacement de nos centres de données vers le public cloud. Donc, on a eu une fuite qui fait que l'empreinte globale de notre numérique continue d'augmenter. Mais quand on regarde juste nos propres centres de données, on a pu observer une baisse. Donc, sur ce bilan carbone, dépendant de votre organisation et dépendant comment est-ce qu'elle s'organise, il faut arriver à prendre un périmètre dans lequel il n'y a pas de fuite. Enfin, voilà, ou en tout cas où on voit les systèmes de vases communicants. Exemple d'entreprise. Donc, il me reste peut-être les 46. Je vais être rapide là-dessus pour vous laisser le temps de poser les questions. Donc, on est au début du sujet. Je vous ai pris l'exemple. Dans le cas du groupe AXA, dans lequel j'interviens moi, on a lancé le programme Digital Sustainability en février 2020, donc ça fait maintenant 1 an. Et je peux vous dire, parce que dans le FIF Project, on a des acteurs de plein d'organisations différentes, il y avait des équipes, on va dire, il y avait souvent dans les directions des systèmes d'information 2-3 personnes qui travaillaient à l'impact environnemental du numérique, mais de programmes vraiment de transformation pour se mettre en cohérence avec les accords de Paris, on est vraiment qu'au début. Et donc déjà, il a fallu établir une mesure. Pour information, par exemple, Microsoft ne donne pas de chiffres encore de mesure pour Office 365. Il est prévu qu'ils en donnent probablement cette année, mais il y a plein d'éléments sur lesquels les émissions de gaz à effet de serre du système d'information de l'organisation
les mesures qu'on a, jusqu'à présent, on ne mesurait pas et on n'a pas toutes les données encore sur la totalité du périmètre. Donc, ne serait-ce que sur la mesure de l'empreinte de l'existant, il y a un gros travail qui est fait. Et ensuite, il faut arriver à projeter c'est ce qu'on observe aujourd'hui par rapport aux décisions qu'on est en train de prendre en ce moment et voir comment tout ça va évoluer dans le temps et comment est-ce qu'il faut qu'on oriente les décisions pour arriver à au moins stabiliser ces émissions et se fixer des objectifs dans ce sens. Exemple d'entreprise. Donc, je vous ai listé en fait, parce que finalement, voilà, je vous ai listé les personnes qui sont intervenues dans le cadre de deux. Donc, il y a depuis, et ça je vous l'ai mis en annexe. Moi, en 2018, quand j'ai commencé à me pencher sur le sujet, il y avait bon, il y avait le travail du club Green IT qui était disponible sur le marché. Il y avait ce que faisait Ecoinfo, mais il y avait très peu de. C'est à peu près tout. Dans les organisations dans lesquelles j'étais intervenue, c'est pas du tout quelque chose sur lesquels on travaillait de façon régulière à la direction des systèmes d'information. C'est seulement depuis 2 ans que ce travail existe et donc ça s'est concrétisé par un afflux de personnes dans différents groupes de travail. Là, je vous ai mis donc à droite les contributeurs au travail du SIGREF. Donc, le SIGREF, c'est un groupe, si vous connaissez, qui regroupe les directeurs des systèmes d'information. C'est de différentes organisations. Donc là, vous voyez tout un tas d'entreprises qui participent sur ce sujet-là de la sobriété numérique au SIGREF et qui montrent que il y a un début de travail ou un travail, après la maturité d'avancement des organisations varie d'une entreprise à l'autre, mais tout du moins une volonté suffisamment importante pour que des personnes détachent du temps sur ces sujets-là dans des groupes de travail externes et de façon, je dirais, financée par leurs organisations, puisqu'on est dans du travail non lucratif. Je vous ai mis aussi la liste des entreprises qui ont contribué au Shift Project. Et je vais vous citer deux autres choses. Donc, le gouvernement, via le secrétaire d'État, a lancé une mission numérique des grands groupes dans lequel il y a un chantier numérique et environnement qui s'est monté, où c'est pareil, vous avez plein d'acteurs qui interviennent, et moi je représente AXA dans ce groupe de travail. Donc c'est pareil, c'est un signe qu'au milieu de différents axes qui sont comme l'intelligence artificielle, le fait de travailler vers une meilleure souveraineté, le gouvernement a effectivement mis un chapitre numérique et environnement, donc c'est un sujet de ce point de vue-là aussi. Et je voulais vous le souligner aussi, les API Days. Donc les API Days, c'est une conférence qui est tournée plutôt vers les développeurs et qui a mis en place un challenge sobriété numérique pour que différentes équipes viennent présenter ce qu'elles avaient pu faire sur ce sujet-là en termes de développement. Donc, on voit beaucoup d'événements et beaucoup d'activités là-dessus, d'organisations qui sont déjà engagées. Ensuite, si vous voulez aller plus loin que ce que je vous ai dit là, je vous ai mis à la fin et je vous enverrai les slides, mais je vais laisser le temps pour les questions, avec différentes ressources sur tous les liens que j'ai pu citer au cours de cette présentation. J'ai été très vite, parce que 30 minutes, c'est assez peu pour parler de tout ça, mais voilà, on peut prendre les questions. Je vais peut-être ouvrir le chat. Et les premières questions dans le chat. Alors, il y a Raphaël d'Adeco. Nous poussons pour un renouvellement du parc informatique moins fréquent, mais se posent aussi des questions de la sécurité IT, de la maintenance des pièces et surtout du fait que les applications de business ne fonctionnent plus quand les matériels deviennent trop vieux. Avez-vous des pistes pour arriver à mailler ces sujets ensemble? Oui. Alors, nous, on avait des… dans l'obsolescence, on la classe dans 3 familles. Il y a l'obsolescence psychologique. Moi, par exemple, on m'a renouvelé mon téléphone il y a 2-3 ans et le précédent, en fait, c'est ma fille qui s'en sert, donc il était encore tout à fait opérationnel. Bon, il y a des moments où on renouvelle parce que
pour des effets de mode. Ces cas-là, normalement, si on se dit que ce n'est pas bien de renouveler le matériel, on devrait arriver à se raisonner. Maintenant, vous avez raison que on ne peut pas toujours ne pas renouveler le matériel pour des questions de sécurité, de maintenance, et donc on est sur les problématiques d'obsolescence soit logicielle, soit matérielle. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, si le marché… Bon, d'abord, on peut essayer de… Bon, par exemple, vous avez… je vais vous donner l'exemple de la société Fairphone, hein, qui essaye de vraiment travailler à la fois l'obsolescence logicielle et matérielle et le sourcing éthique de ses ressources. Vous allez avoir des entreprises qui vont petit à petit offrir davantage de… qui vont mieux traiter la totalité du cycle de vie, offrir des équipements qui durent plus longtemps. Mais quand on est purement utilisateur, si le marché n'évolue pas, nous, en tant qu'utilisateurs, la seule chose qu'on peut faire, c'est de choisir les acteurs qui essayent vraiment de bosser dans cette direction-là et de poser des questions et dans les appels d'offres, d'être plus exigeants sur ces questions-là. Nous, on est aussi en train de travailler donc, tout ce qui est matériel reconditionné. On travaille aussi, quand c'est du matériel qu'on ne veut plus utiliser, on essaye de travailler effectivement à le mettre à disposition à d'autres organisations. On va travailler sur des équipements qui sont plus réparables. On va travailler aussi, par exemple, il n'est pas évident qu'ils soient obligés d'équiper tout le monde d'un téléphone et d'un ordinateur, maintenant qu'on a les systèmes de conférence en ligne. Donc, on va essayer de travailler à ne fournir qu'un ordinateur plutôt qu'un ordinateur et un téléphone. On va travailler aussi sur tout ce qui est… si vous voulez, une fois que vous avez acheté un équipement, ce que vous pouvez faire, c'est maximiser son usage. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, nos ordinateurs qu'on a en interne, on a des difficultés à les utiliser à titre personnel parce qu'ils sont verrouillés sur le plan de la sécurité pour accéder à des tas de choses qui ne sont pas autorisées. On va essayer de travailler à pouvoir faire un double boot sur nos ordinateurs professionnels pour avoir un double usage et éviter aux collaborateurs d'avoir acheté un double équipement. Donc, en fait, voilà, c'est ce type de… Enfin, à votre échelle, directement, vous pouvez avoir un usage là-dessus. Comment est-ce que moi, je peux utiliser davantage les équipements que j'ai aujourd'hui? Si vous y réfléchissez, aujourd'hui, vous avez par exemple une caméra sur votre ordinateur, une caméra sur votre téléphone. Bon, peut-être qu'à un moment donné, on va réussir à n'avoir qu'une seule caméra par personne. Vous voyez, fondamentalement, on n'a pas besoin d'avoir une caméra. Ben, les choses n'ont pas été conçues comme ça. Mais voilà. Y a-t-il des changements réglementaires dans les tuyaux pour pousser les géants du numérique à plus de transparence sur les chiffres? Oui. Déjà, il y a les indices de réparabilité là, dont la publication est rendue obligatoire. Il y a plein de projets de loi qui sont en préparation. Le shift, il n'y a pas que le shift, mais on essaye aussi de pousser les choses au niveau européen. Et vous avez parfaitement raison, pour arriver à résoudre ce problème, il va nécessiter, la réglementation va être un facteur important. Mais pour participer à la mission numérique des grands groupes, on sent bien que le gouvernement français, s'il voit chez les acteurs numériques une attente de réglementation plutôt qu'une posture réfractaire par rapport à la réglementation, il aura plus de facilité à voter des lois dans ce sens. Donc, le fait que nous, dans les organisations, on commence à mettre ce sujet à l'ordre du jour et que on en fasse un critère d'attention et un critère de pilotage a aussi une influence sur le gouvernement. Donc, à la fois, la réglementation va être indispensable, à la fois, il faut pousser au maximum pour qu'elle advienne le plus vite possible. Hein, ça, c'est par rapport aux accords de Paris. Et en même temps, il ne faut pas l'attendre parce que si chacun s'attend, et c'est ce qu'on fait en gros depuis un certain temps sur cette question-là, on reste bloqué. Pour Microsoft, il existe le Microsoft Sustainable Calculator qui fournit quelques infos quand même sur Office 365. Alors, il est fourni… je ne sais pas ce que vous voyez chez Adecco. Nous, le Microsoft Sustainable Calculator, on l'a pour Azure. Pour Office 365, on ne l'a pas encore. Il est en cours de travail. Et pour Azure, depuis le début d'année, depuis la dernière version, il donne de bonnes données, c'est-à-dire qu'il donne à la fois la partie électricité,
sans compensation, sans électricité verte, hein, parce que si on vous donne un calculateur qui vous calcule 0 parce que tout a été compensé, vous avez du mal à piloter votre sobriété numérique, hein. Donc, au début, le GAC, c'était un peu ça. Maintenant, c'est bon, on est à peu près sorti de là. Et sur Office 365, ça devrait sortir cette année. Alors, peut-être que vous avez eu accès à une version bêta, mais ce n'est pas encore en release publique. Je voulais vous dire aussi au niveau réglementation, vous avez le Greenhouse Gas Protocol qui fournit à l'international des réglementations sur les bilans carbone et qui, je vous ai mis les liens, qui recommande par exemple de ne pas calculer, sur les périmètres de bilan carbone, tous les gens qui font des standards là-dessus vous disent qu'il ne faut pas juste mesurer uniquement ces émissions propres et les émissions liées à l'électricité qu'on consomme, mais qu'on doit aussi mesurer son bilan carbone sur ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire les émissions qui sont liées aux achats de services et d'équipements. Oui, quid de l'indice de réparabilité que l'on trouve sur les docks commerciales de matériel IT? Bah oui, c'est un début et ça va devenir obligatoire. C'est pareil quand on fait des bilans carbone, on utilise les fournisseurs d'équipements numériques, hein, donnent le poids carbone de la fabrication des équipements. Ils font ce qui s'appelle des analyses de cycle de vie. Donc, tout ça n'est pas encore très normé, mais c'est un début de matière qu'on a pour faire la mesure et qu'on a pour commencer à prendre les bonnes décisions. Sait-on quel est l'impact environnemental de la crise actuelle? Télétravail amplifié, utilisation numérique en hausse. Alors, ça, c'est en train d'être calculé. Je peux vous faire vous donner 2 indications par rapport à ça. Ce qu'on sait, c'est que en 2020, pour la première fois, on a globalement, mondialement, respecté la baisse requise par les accords de Paris, et ceci a été possible essentiellement par une diminution des transports, hein. On n'a pas révolutionné ni l'agriculture, et une baisse, on va dire, de la consommation. Voilà. Le numérique. Alors, l'empreinte du numérique, elle augmente à partir du moment où on allume de nouveaux équipements. Un équipement qui est allumé, qu'il tourne beaucoup, alors il y a une petite variation s'il est très actif ou s'il n'est pas très actif, mais à partir du moment où il est branché au secteur et où il est allumé, c'est-à-dire par exemple les antennes 4G ou autres qui sont en Côte d'Azur et qui sont allumées aujourd'hui et qui sont très peu utilisées parce qu'il n'y a pas de touristes, elles consomment un peu moins que quand tout le monde les utilise, mais pas tellement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans le numérique, on paye à partir du moment où on rajoute des équipements. Donc, au moment où on est basculé en confinement, où on s'est mis à faire de la téléconférence, etc., on peut penser que dans les centres de données, ils ont rallumé quelques serveurs en plus pour augmenter la charge. Mais globalement, on a utilisé des équipements qu'on avait déjà, qui étaient déjà fabriqués, qui étaient déjà en place. Et donc, au jour 1 du confinement, la consommation du numérique n'a pas dû augmenter de façon monstrueuse. En revanche, le numérique est devenu absolument crucial. Donc, il y a dû y avoir des gens qui ont acheté des imprimantes en plus, qui ont acheté des ordinateurs en plus, qui ont acheté des casques en plus, qui ont acheté des tablettes en plus. Et l'autre chose, ça a fait que le numérique prend de la valeur, que le cours de bourse des géants du web prennent de la valeur, que ces entreprises-là acquièrent une capacité d'investissement plus importante que celle qu'ils avaient, et donc ils vont réinvestir, et donc on va avoir un effet rebond extrêmement important. Et par ailleurs, il y a le discours de dire « Ah bah oui, mais il y a des endroits où on a eu des problèmes de charge et on se dit qu'il va falloir réinvestir en équipement pour que l'ensemble de ces problèmes de charge disparaissent. » Donc voilà, donc le numérique, une fois qu'on l'a, autant l'utiliser au maximum et en tirer le maximum de valeur. Mais c'est vraiment à l'ajout de matériel ou au changement de matériel qu'on a le gros impact. Je ne sais pas si… existe-t-il un petit guide ou un outil pour aider à réaliser une utilisation éco-citoyen des mails, vidéos pour limiter les actions polluantes, newsletters, notifications, vieux mails? Oui, il y a dans les liens que je vous ai donnés, vous allez trouver… par exemple, le club Green IT donne plein de petits conseils
de ce type. Ce qui est difficile, si vous voulez, c'est que comme on n'a pas de mesure, en fait, moi, je participe à des groupes de travail avec Microsoft sur ces sujets-là et on travaille avec eux là-dessus parce qu'on veut que ces éco-gestes, enfin, on veut vérifier l'impact de ces éco-gestes. Par exemple, si vous supprimez, vous faites l'effort, vous, de trier vos mails et que vous les supprimez, mais que par ailleurs, vous avez une politique de conservation des mails dans votre entreprise ou chez Microsoft qui fait que, quoi qu'il arrive, on a décidé de les garder 10 ans, c'est pas la peine. Enfin, il y a une question de s'assurer que les efforts qu'on va demander aux individus, les éco-gestes qu'on va demander aux individus vont avoir de l'impact. Après, oui, il y a tout un tas de gestes, l'utilisation de la vidéo, dès qu'on est sur des très gros volumes de données. Enfin, pour vous donner aussi une idée, si vous lisez le dernier rapport du Shift, les choses qui influent beaucoup à la hausse l'impact du numérique, c'est la vidéo, pour des raisons évidentes de volume de données, hein, à la fois sur les infrastructures réseau et sur les centres de données. Et puis le fait de vouloir distribuer la vidéo en flux, forcément, ça nécessite beaucoup d'équipements. Il y a tout ce qui est objet connecté, la brosse à dents est connectée, le frigo connecté, le radiateur connecté, le maillot de bain connecté, je vous assure, ça existe. Enfin, tout ce qui va être objet connecté, qui va rajouter, voilà, tout ça, c'est ce qui tire vraiment le numérique à la hausse. Bitcoin est responsable d'un très, très gros impact du numérique, du fait, donc tout ce qui est Bitcoin, voilà. Les autres crypto-monnaies, après, il faut voir selon la technologie utilisée, mais la technologie utilisée par Bitcoin est extrêmement… c'est 10% des centres de données mondiaux, la consommation de Bitcoin. Donc ça, c'est les trois grands les trois grands impacts. Et la première chose à faire comme individu, c'est de minimiser le nombre d'équipements qu'on a besoin d'utiliser à titre personnel. Voilà. Est-ce que j'ai à peu près répondu à vos questions? Antonin, je ne sais pas si vous voulez… Encore 5 minutes. Il y avait une question dans le flux là, qui était de Stéphanie de Bayer. Alors, tu as répondu peut-être un peu directement. Existe-t-il un outil qui permette de comparer l'impact d'un déplacement professionnel versus la tenue d'une réunion à distance? Donc, il y a des ordres de grandeur liés à ça, parce que c'est vrai que c'est des questions qui sont… Oui. Est-ce que j'ai un outil? En fait, vous avez plein d'outils qui maintenant commencent à émerger pour calculer les bilans carbone. Donc, faut regarder dans toutes ces calculettes. Mais encore une fois, par exemple, Teams, Microsoft ne nous donne pas ces chiffres. Donc, on va les avoir cette année. Mais voilà, Zoom, là, est-ce qu'ils nous disent l'impact carbone de ce qu'on utilise? Non. Donc, bon, on est, sur cette partie-là, on a besoin quand même d'avoir plus de données pour donner des réponses vraiment importantes. Maintenant, quand on voit, quand on fait des calculs à la grosse maille, faut prendre en plus, ça dépend du mode de déplacement. Hein. Si vous êtes déplacé à pied ou en vélo, je dis ça, mais ou en train versus en avion, ça va vraiment faire des très grosses différences. Donc, il faut faire le bilan carbone par rapport à la typologie, par rapport au cas d'usage que vous avez en tête. Mais moi, par exemple, je fais beaucoup de conférences à l'international. C'est sûr qu'un vol en avion et une réunion Teams à l'international, on fait des économies de CO2 avec la réunion Teams. Maintenant, le fait de pouvoir faire des réunions Teams fait qu'à un moment donné, on aura besoin de se voir en physique. Donc, on a aussi des problématiques d'effet rebond, quoi. Donc, voilà, faudrait que faut regarder sur les outils il y a pas mal d'outils Carbone 4, par exemple, a sorti un outil pour faire le calcul du MyCO2, là, pour faire les calculs de bilan carbone. Ils ont peut-être des chiffres sur ces questions-là. Le club Green IT aussi a peut-être sorti des chiffres un peu précis là-dessus. D'accord. Bon, mais écoutez, merci beaucoup. Je pense que je parle au nom de la promotion, mais je pense que ça a été super instructif sur ce sujet, encore une fois, hyper important, qui va prendre de l'importance et qui est pas évident à appréhender. Hein. Non, c'est pas parce que le numérique est intriqué dans toutes nos activités. Donc, la question que vous posez, qui est posée sur réunion en ligne versus
réunion physique. Enfin, c'est un exemple, mais en fait, à peu près dans tous les cas d'usage, il faut arriver à évoluer ce que le numérique permet de gagner et ce qui coûte en lui-même. Et non, c'est pas complètement simple. En même temps, on est dans une forme d'obésité, donc il est certain que en ayant déjà une posture plus économe, enfin, en se préoccupant du problème, on a enfin, c'est ce qu'on observe dans les grandes organisations. Il y a un certain nombre d'actions qui sont de l'ordre de, voilà, de l'économie, d'éviter le gâchis, quoi, quelque part. Mais pour arriver vers un numérique vraiment durable, il y a besoin que le marché évolue. Enfin, il faut vraiment travailler des choses du point de vue de l'ingénierie qui sont très importantes. Mais il faut le faire rapidement, oui. Il y a aussi toute une réflexion à avoir entre low-tech et high-tech. Hein. Là, vous êtes pas mal de PME dans ce groupe. Voilà, moi, je crois beaucoup à de l'innovation qui va combiner les deux, quoi. Et voilà.